Bonjour à tous et bonjour à tous les compatriotes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, je ne sais pas si ma voix porte. Il faudra me le dire parce que je ne suis pas un spécialiste des directs sur Facebook. Donc du coup, pour m'excuser de quelques imperfections, comme ce fut le cas la dernière fois. Voilà. Comme je vais mettre à l'heure, j'avais prévu faire un direct aujourd'hui à 11 h. Donc, j'ai voulu être juste à l'heure. C'est aussi une marque de respect, être à l'heure. Et aujourd'hui, c'est le début du mois de mai. Et donc, c'est une opportunité pour moi de souhaiter un bon mois de mai à tout le monde. Et puis, le 1er mai aussi, une très bonne fête à tous les travailleurs, même si les conditions sont de plus en plus difficiles. Et la dernière fois, on en parlera d'ailleurs sur le cas des travailleurs. La dernière fois, j'ai fait cette vidéo improvisée et je devais partir en voyage, mais comme c'était le 27 avril, rapidement, j'ai voulu faire une vidéo et ça a été improvisé. Et vous aurez constaté que ce n'était pas vraiment assez structuré. C'était une vidéo un peu en vrac, mais dans laquelle j'ai abordé beaucoup de sujets. Et après, j'ai eu beaucoup de retours des compatriotes qui ont eu à me dire il faut de temps en temps prendre la parole. Depuis qu'il n'y a plus l'autre journal, ils sont sevrés d'informations. Et donc, il faut de temps en temps faire les vidéos. Bon, j'avoue que je n'aimerais pas être comme les influenceurs. Je voudrais rester dans le cadre du journalisme. Mais de temps à autre, on fera quelques vidéos sur des thèmes précis, histoire d'aller à la conscientisation de nos populations ou de mettre en relief certains problèmes auxquels nos compatriotes font face. Donc ça c'est promis. Et donc aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je voulais particulièrement parler d'un sujet de santé qui doit concerner tous les Togolais. Je pense que c'est très nécessaire que j'en parle. Et ensuite parler des travailleurs. Mais avant d'en arriver là, des gens m'ont demandé qu'est-ce que je pense des élections législatives qui se sont tenues ce lundi. Et voilà, de mon point de vue, il n'y a rien d'extraordinaire. On savait que les choses devaient se passer ainsi, avec le pouvoir en place, et avec les gens d'unir dans les conditions actuelles. 100 fois vous irez aux élections, 100 fois vous aurez les mêmes résultats. Parce que ce sont des gens qui sont fondamentalement contre la transparence. Ils ne croient pas à la démocratie. Pour eux, c'est le pouvoir de la force. Et les élections, pour eux, c'est comme un fardeau. C'est d'ailleurs pourquoi c'est des épreuves difficiles pour eux. Parce qu'ils savent que la population ne les porte pas. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont en train de faire des manœuvres pour supprimer la prochaine présidentielle. Donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est l'intimidation, c'est le bourrage des urnes, c'est le harcèlement, c'est les fraudes, c'est tous les petits Mussolini qui sont sur l'ensemble du territoire, préfets, chefs, cantons, CB, directeurs d'école, proviseurs, sont tous ces gens-là qui participent à maintenir le système. Pendant les élections, ils sont tous les acteurs de la fraude. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, qu'il faut retenir dans ces élections,
c'est le fort taux d'abstention. Et ça doit nous amener à faire des analyses dépassionnées de la situation, le fort taux d'abstention, et comprendre que cette abstention a été observée sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, et du sud jusqu'au nord, les gens ne sont pas sortis pour voter. Et ça, c'est très, très, très fondamental. On parle de moins de 20%, même si la CENI est en train de jongler les chiffres pour aller au-delà de 50% et fait croire qu'il y a une certaine base de légitimité, mais en réalité, on parle d'à peine 20%. Les gens qui sont à l'intérieur, il y a eu beaucoup de témoignages, les gens ne sont pas sortis pour voter. Et ça montre réellement, ce boycott montre qu'en réalité, la base du pouvoir, de légitimité du pouvoir est très faible. Parce que sur les 20%, au moins des 20% qui ont participé à ce vote-là, il y a aussi ceux qui ont pris part au vote pour les opposants. Et donc, c'est dans ces 20% qu'on a la part des opposants et la part du système RPT-UNIR. Ça veut dire qu'en réalité, la part du système RPT-UNIR est très, 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 très faible dans le pays. Et eux-mêmes, ils en sont conscients. C'est d'ailleurs pourquoi, après avoir déployé beaucoup d'argent, tout le dispositif d'achat de conscience pendant la campagne, tout ce que vous avez vu, les gadgets, la nourriture, tout ce qu'on a partagé, le jour du vote, ils étaient obligés de bourrer les urnes. Vous avez vu toutes les vidéos qui circulent, il y en a d'autres encore, ça a été observé aussi sur l'ensemble du territoire. Et ces vidéos ne sont que des vidéos témoins de tout ce qui s'est passé. S'ils ont été obligés de bourrer les urnes pour améliorer le pourcentage de participation, c'est parce qu'ils savent que la population ne se mobilise pas derrière eux. Et ça les inquiète véritablement. Et donc, voilà les leçons qu'il faut tirer de cette élection. Et je pense que le moment viendra où on pourra faire un débat, on pourra faire un bon débat là-dessus. Mais aujourd'hui, au-delà de la prétendue victoire de UNIR qu'ils sont en train de proclamer là, en réalité, ils n'ont pas de base solide dans le pays. Et c'est ça qui les inquiète. Et il y a une colère qui monte dans le pays. Et c'est cette colère qui s'est ressentie à travers le boycott, autant pour le pouvoir que pour l'opposition. Et ils ne savent pas quand est-ce que cette colère va pouvoir éclater. Parce que cette colère, plus elle va monter, un jour, ça finira par exploser. Et donc, les Togolais ne sont pas des gens... J'entends des gens dire, oui, les Togolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, le peuple togolais n'est pas un peuple bête, c'est un peuple très lucide. Il sait ce qu'il veut. Ce n'est pas un peuple violent, mais quand il s'agit de prendre cette décision, lorsqu'on lui donne la latitude, il prend les décisions au calme. Et c'est ce qu'on a vu pendant ces élections-là, le désaveu sur la participation, le taux d'abstention, c'est d'abord pour le pouvoir, et ça nous montre la base réelle des militants du pouvoir, et ensuite pour l'opposition qui aussi de temps en temps a commis pas mal de faux pas. Donc c'est ce que je voulais dire rapidement sur la question des élections, et on en reviendra. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour ça que j'ai prévu cette vidéo. Comme c'est l'actualité, j'ai voulu placer 2 mots. Maintenant, parlons un peu du premier sujet pour lequel je suis là. C'est des sujets de santé qui concernent nous tous, nous-mêmes, nos parents, nos frères, nos sœurs. Et moi, j'ai vécu une expérience particulière que je voulais partager avec vous. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, certains ont dû constater que cet œil était assez rougi. Il y avait beaucoup de rouge sur l'œil là, et ça se voit encore que c'est un œil un peu ensanglanté. Vous le voyez là, c'est un œil assez ensanglanté. Et parce que j'ai subi une série d'opérations ici avec mes 2 yeux. Et c'est l'expérience que j'ai vécue dans ces opérations que je voulais partager avec vous, parce que ça arrive tous les jours dans notre pays. Avant de commencer ce direct, vous aurez dû constater sur ma page que j'ai écrit 3 mots. J'ai parlé de glaucome, de cataracte et du
prytégion. Voilà le troisième mot. Alors, tous ces trois maladies sont liées aux yeux. Et quand j'étais au pays, il y a plus de 20 ans, je portais toujours des verres. Mais ces dernières années, j'avais des soucis avec mes yeux. Mes yeux rougissaient, j'avais des maux de tête terribles, j'avais des difficultés à lire et tout ça. Et je me suis fait consulter au pays à plusieurs endroits, au moins à 3 endroits, pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas avec mes yeux. Alors, des 3 consultations, la première, on m'a dit que c'est une membrane qui est sur l'œil, sans véritablement me donner le nom, et qu'il faudra l'enlever. Et les 2 autres consultations, on m'a parlé de cataracte, qu'il faut opérer. Bon, étant souvent très prudent dans le contexte togolais, quand j'étais à Lomé et tout, je ne me laissais pas dans les mains de n'importe quel médecin parce que j'avais des appréhensions, vu mon statut, tout ce qui entourait les menaces que je recevais. Donc, je n'étais pas paranoïaque, mais j'avais des appréhensions. Donc, et parfois, j'allais au Ghana pour faire des analyses et tout ça. Et souvent, de temps à autre, quand j'ai la chance de venir ici, je faisais mon bilan, des amis m'aidaient à faire le bilan des amis qui sont dans le monde de la médecine ici. Donc on m'a dit que c'est de la cataracte et qu'il faudra l'opérer. Mais j'étais un peu perplexe. Alors, quand j'arrive ici, les mots ont continué et je me suis fait consulter, ici aussi à plusieurs endroits, et on m'a dit que ce n'était pas de la cataracte. Que ce n'était pas de la cataracte. Et j'étais très surpris et j'ai posé des questions aux médecins, mais au pays, on m'a dit de la cataracte. Ils m'ont dit, mais je venais d'où? Ils m'ont dit, je viens d'Afrique. J'ai dit oui. Ils ont dit, mais c'est une maladie que beaucoup d'Africains ont sur les yeux, que certains confondent à la cataracte, mais ce n'est pas de la cataracte. Et j'ai dit, mais c'est quoi alors? Ils m'ont dit, c'est le prytégion, c'est je crois, le 3e mot que j'ai écrit là, avant que je ne commence ce direct. Et ils m'ont expliqué ce que c'est. Et que c'est une maladie qui est due à une trop grande exposition des yeux au soleil. Et généralement, c'est des gens qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, où il y a une très forte intensité du soleil, qui sont souvent victimes de cette maladie-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi pendant l'été, ou quand des gens vont en Afrique, ils leur disent de porter les lunettes de soleil. Et donc, ça m'a beaucoup intrigué et j'ai appelé des amis médecins à Lomé. J'ai dit, mais voilà le diagnostic qu'on vient de me faire, alors qu'au pays, on m'avait fait autre chose. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? J'ai parlé avec 4 médecins. Des gens me disent, mais Ferdinand, c'est la triste réalité de notre pays. Tu t'aurais fait opérer au Togo, qu'on t'aurait fait une opération à la place d'une autre et que tu aurais perdu les yeux. Et que c'est comme ça que dans notre pays, beaucoup de gens perdent les yeux, ceux qui se font opérer, beaucoup deviennent aveugles parce que le diagnostic est mal fait. Ou dans cette opération de campagne, ils font souvent des campagnes d'opération de cataracte, des gens se retrouvent aveugles 4 ou 5 mois plus tard. Alors, j'ai dit, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne ne dénonce ça? Ils m'ont dit, mais il y a des plaintes qui arrivent, il y a des gens qui se plaignent, mais il n'y a pas de suite. Et j'ai cherché à comprendre, mais c'est quoi la cause? Et ils m'ont dit, c'est pas forcément l'incompétence des médecins, non, mais c'est le fait que d'abord dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel et de matériel neuf d'une certaine génération pour pouvoir affiner les diagnostics quand quelqu'un est malade. Par exemple, quand vous allez chez un ophtalmologue, il faut que l'ophtalmologue ait des appareils sophistiqués pour savoir que ce que vous avez, ce n'est pas la cataracte, c'est le prytégion ou c'est le glaucome. Malheureusement, au Togo, les ophtalmologues ne connaissent que 2 maladies.
le glaucome ou la cataracte. Et généralement, sur la cataracte, parfois, ce n'est pas la cataracte, et c'est le prytégium, mais ils opèrent la cataracte. Et les gens deviennent aveugles. Donc, ils m'ont dit qu'il y a énormément de plaintes. Il y a des gens qui se plaignent. Et surtout, quand ils font les opérations foraines de cataracte, on dit souvent que le chef de l'État a fait don d'opérations gratuites, c'est des trucs à caractère politique, pour opérer des gens. Et les gens vont massivement. Et à la fin, il y en a beaucoup qui s'en sortent avec les yeux abîmés. Alors, c'est l'objet de cette vidéo, cette première partie du sujet. C'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est pas pour dire doiter une clinique ou quoi que ce soit. Mais c'est pour attirer l'attention des Togolais. Si moi j'ai failli et que j'ai dû et que je suis sorti de ça, j'ai pas pu, je suis pas allé. Je vois le nombre de Togolais qui vont se faire opérer sans savoir réellement de quoi il s'agit. Donc, je voudrais inviter les Togolais à faire très attention quand vous allez chez un médecin ophtalmologue, que ce soit dans le public ou dans le privé, et quand vous dites c'est de la cataracte qu'il faut opérer. Il faut vous assurer vraiment que c'est de la cataracte. Il faut de contre-expertise. Il faut faire de contre-expertise. S'il n'y a pas de clinique de référence au Togo, allez au Ghana à côté, allez au Bénin, il y a des hôpitaux là-bas, à Viépé, à Kliko, à Kpando, à Sogankopé, à Bomé, tout ça au Bénin, pour faire des contre-analyses avant de laisser qu'on vous touche les yeux. Parce que nos yeux, c'est tout ce que nous avons. Si vous perdez les yeux, vous perdez beaucoup de choses. Donc, je voudrais vraiment, en toute vraiment humilité, parce que moi-même, je suis un cas. Je suis un cas. On aurait dû m'opérer au Togo, qu'on aurait opéré la cataracte à la place du prytégium. Et peut-être que mes yeux seraient abîmés. Comme je vous l'ai dit, j'ai été opéré il y a quelques jours. Vous voyez qu'il y a encore du sang sur les yeux. Vous voyez ça. Et donc, c'est ce qui nous arrive chez nous parce que les langues ne se délient pas. Les gens ne parlent pas. Les gens ont peur de dire les choses. Mais les victimes sont dans nos familles tous les jours, dans nos villages, dans nos contrées. Et personne ne dit rien. Donc, je voudrais vraiment qu'on puisse briser ce silence-là qui entoure un certain nombre de sujets qui engagent notre santé au Togo. Et quelle que soit la maladie dont on souffre. Mais moi, je viens sur le cas des yeux. Et donc, si je me suis fait opérer à Lomé, on m'aurait opéré la cataracte alors que je ne souffrais pas de la cataracte. Je souffrais d'autres choses. C'est juste une membrane qui s'est développée sur l'œil à cause du soleil. Et ça, beaucoup d'entre nous ont ça parce que nous sommes dans un pays de soleil. Et à force de voir le soleil taper sur nos yeux, ça abîme les yeux. Et au Togo, on dit que c'est la cataracte. Beaucoup disent que c'est de la cataracte. Parce que des médecins, dans les hôpitaux, on retrouve les appareils d'ophtalmologie de 1980, 85, 90. C'est comme vous avez le premier iPhone et le iPhone 14 aujourd'hui. Les images ne sont pas les mêmes. Les images ne sont pas les mêmes. Les images ne sont pas les mêmes. Il y a un médecin qui m'expliquait ici que même au-delà de cette histoire de confusion entre la cataracte et le prytégium, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, l'appendicite. Que beaucoup en Afrique, quand quelqu'un a des problèmes, on dit que c'est de l'appendicite, on opère les gens, après les gens ne continuent pas à traîner les douleurs, alors que parfois ce n'est pas de l'appendicite. Il m'a dit que parfois il y a une maladie, une inflammation qu'on appelle l'iléite, mais sauf que pour avoir une nette distinction entre les deux, c'est-à-dire l'appendicite et l'iléite, il faut forcément un scanner de la partie. Et le scanner, c'est ce qui fait défaut dans tous nos hôpitaux, dans tout l'ensemble du pays. Donc, je voudrais vraiment, à partir de mon exemple, je suis un cas de ce dont je parle, vous voyez mes yeux là, je suis un cas de ça, supplier les Togolais, quand vous allez chez un médecin ophtalmologue et qu'on vous dit, on a diagnostiqué la cataracte, qu'on veut vous opérer,
faites un effort de faire une contre-expertise pour vous assurer vraiment que le mal pour lequel on veut vous opérer, c'est vraiment ce mal-là. Pour ceux qui courent pour aller dans les opérations de cataracte foraine qu'on organise de façon saisonnière quand les élections s'approchent là pour essayer de faire l'achat de conscience, assurez-vous aussi de ce pourquoi on vous opère pour que après vous n'ayez pas de soucis comme c'est le cas actuellement dans le pays où il y a plusieurs témoignages où les gens se plaignent qu'ils ont été opérés et puis après ils ont perdu la vue. Donc voilà ce que je voulais véritablement partager avec vous sur le cas de la distinction à faire entre la cataracte, le prytégium et les glaucomes. Donc moi, au Togo, on m'a dit que c'était de la cataracte. J'arrive ici, on me dit que je ne souffrais pas de cataracte, c'était le prytégium. Et les deux maladies ne sont pas les mêmes et ne s'opèrent pas de la même manière. Parce que la cataracte est plus à l'intérieur, le prytégium est en surface. Donc, je voudrais vraiment que vous en parlez autour de vous, à nos parents, à nos mamans, à nos frères et à nos sœurs, pour que quand il y a des situations comme ça qui se présentent, qu'ils prennent le temps de faire une contre-expertise. Je ne dis pas que les médecins qui sont au Togo sont incompétents. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que nos cliniques n'ont pas les moyens. Je n'ai pas dit ça. Je dis, il se peut que dans certaines cliniques, les moyens n'ont pas été renouvelés depuis un certain temps. Donc les machines sont vétustes. À l'hôpital, on n'en parle pas. Dans les hôpitaux publics, les machines, ça n'existe pas. Au lieu que le président de la République, de temps en temps, vote de l'argent pour qu'on puisse aller faire des opérations foraines aux gens, comme si c'est une ONG, la responsabilité d'un chef d'État, s'il est élu et s'il a un bilan à défendre, c'est d'équiper les hôpitaux, de construire les hôpitaux, de les équiper pour que les citoyens puissent aller se soigner dans de bonnes conditions. On ne demande pas à un chef d'État de fonctionner comme une ONG et de temps en temps, il envoie des militaires à l'intérieur du pays pour opérer les gens en disant que c'est un cadeau du chef de l'État. Un chef d'État n'a pas besoin de faire un cadeau aux populations. On a besoin qu'il construise les hôpitaux, qu'il construise des routes, qu'il construise les écoles et les infrastructures qui puissent permettre aux populations de s'épanouir. Donc, ce n'est pas le rôle d'un président de la République de dire j'ai voté 5 milliards, j'ai voté 4 milliards pour qu'on aille opérer les gens gratuitement à mon nom. Non. Sa responsabilité, c'est de construire les hôpitaux, c'est de construire des dispensaires, c'est de construire des centres de santé, de les équiper et de les équiper de matériel adéquat, de relever les plateaux techniques pour que les gens aillent se soigner en toute responsabilité. C'est ce qu'on demande à un chef d'État. La présidence, ce n'est pas une ONG. Donc, je voulais vraiment évoquer ce premier sujet-là avant d'aborder la question des travailleurs. Donc, voilà mon expérience personnelle que je voulais partager avec vous. Et je suis encore en convalescence. Dans quelques semaines, je vais retourner au contrôle. Et puis après, le médecin verra s'il faut me prescrire des verres adaptés après les opérations. Donc, je voulais partager vraiment cette expérience avec vous. Ça rentre dans la droite ligne de ce que nous avons eu à dire sur les erreurs médicales dans notre pays et dont personne n'en parle réellement. Et donc, il faut forcément que, autant dans les hôpitaux publics que dans les cliniques privées, les gens renouvellent le matériel. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où ça va très vite. En Occident, le matériel, parfois, ça se change. En 2 ans, 3 ans, on enlève les anciens scanners, on achète les nouveaux, on enlève tous les autres matériels, on achète le nouveau. Et c'est comme les iPhones qui sortent chaque année ou les téléphones qui sortent chaque année et qui affinent leur dispositif. Chez nous, dans les hôpitaux, il y a encore du matériel qui date des années 80 et c'est avec ça qu'on fait des diagnostics en 2024 alors que le monde a énormément évolué. Donc, ce que nous demandons à nos responsables, à nos dirigeants, c'est d'équiper les hôpitaux et tout l'argent qui a servi à acheter des gaziers pour la campagne électorale, pour après bourrer les urnes comme on est en train de voir là, on aurait pu utiliser ces sous-là pour équiper les centres de santé, les dispensaires, pour permettre aux populations de bien se soigner. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à la question de la maladie des yeux et rappeler qu'il faut toujours faire très attention quand à Lomé ou au Togo, on vous dit on fait des opérations massives de cataractes,
et que les gens y vont comme ça parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont des indigents, ils veulent qu'on les opère, et puis après, certains perdent la vue. Ou ceux qui vont à l'hôpital ou dans les cliniques privées où on leur découvre ces genres de maladies, mais il faut qu'ils s'assurent vraiment que ce qu'on a dit, c'est vraiment la maladie là avant de se faire opérer. Voilà. Donc, je vous remercie sur cette première question. Et je pense que je l'ai suffisamment abordé. Ça fait quoi? Ça fait une vingtaine de minutes que je parle de ce sujet-là. Et maintenant, je vais parler des travailleurs. On va parler du 1er mai. Le 1er mai, aujourd'hui, ma voix n'est pas audible parce qu'il y a un frère qui parle de micro. Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un spécialiste des directs, je me débrouille. J'essaie de me débrouiller. Si ma voix n'est pas audible, il faut me le dire. Parfois, quand elle est trop forte, elle devient aussi aiguë. Et donc, voilà. Ok, merci. Ok, elle est audible. D'accord. Donc, on va parler des travailleurs. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Généralement, c'est une journée festive. Peut-être déjà à la plage là-bas, à Lomé, il y a beaucoup de gens qui ont pris leur quartier. Les gens du secteur informel, les gens du secteur formel. C'est un jour de fête, tout le monde sort pour prendre un peu d'air. Surtout, c'est la plage qui est prise d'assaut parce qu'à Lomé, il n'y a pas de jardin public, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de lieu public pour que les gens se déstressent un peu. Donc, tout le monde va à la plage. Et, mais au-delà de cette ambiance festive, le travailleur togolais, c'est quelqu'un qui passe des moments très, très, très difficiles. C'est quelqu'un qui passe une situation assez difficile et c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Le premier constat qu'il faut faire, c'est qu'au Togo, il n'y a plus véritablement de syndicats qui portent la cause des travailleurs. Les centrales syndicales sont à faune. Moi, je n'en ai plus entendu parler il y a un bout de temps. Depuis 4 ans où il y a eu la STT qui a fait beaucoup de bruit et tout, on n'entend plus parler de coin syndical, centrale syndicale aujourd'hui au Togo. On ne sait plus ce que les centrales syndicales sont devenues. Et ça aussi, c'est le fruit d'une longue année de déconstruction de tous les contre-pouvoirs par le régime. On a mis la main sur certains syndicalistes, certains ont été corrompus, on a racheté certains, et au bout du compte, les syndicalistes sont devenus aujourd'hui des gens qui n'ont plus droit à la parole. Il y a 2 domaines qui essaient de bouger un peu. Il y a les enseignants. On a vu comment ils ont été tapés dessus lorsqu'ils ont fait lors de leur dernière grève. Il y a eu des licenciements et tout. Et le secteur de la santé avec le Synfot. Et ce sont ces 2 syndicats de base, parce que ce ne sont pas des centrales, qui essayent de porter un peu la voix des travailleurs pour essayer de voir s'ils peuvent poser des revendications qui puissent améliorer leurs conditions de vie. Les enseignants, on a vu comment ils ont été traités. Beaucoup ont été licenciés. Aujourd'hui, tout le monde montre patte blanche. Et voilà. Mais les gens travaillent dans des conditions assez difficiles. Ils peuvent pas bouger. À l'université, c'est pareil. Les universitaires ou les enseignants-chercheurs ou le personnel de l'université ou des universités ont voulu se mettre en grève il y a quelques jours. C'est des menaces, tout ce qu'il fallait faire pour les faire taire. Et ces gens-là, ils faisaient des revendications par rapport à des promesses qui ont été faites du gouvernement sur les conditions, sur des primes qui ont été allouées par l'État pendant la Covid et que l'université n'a pas exécuté à leur endroit. Et donc, le climat de terreur qui s'abat sur le pays et sur l'ensemble des secteurs du pays touche aussi les syndicalistes. Mais est-ce que pour autant que les gens doivent se taire quand ils n'ont pas le minimum? Aujourd'hui, par rapport aux autres pays de la région, la question de savoir si les Togolais touchent des salaires ou s'ils touchent juste des perdièmes.
Aujourd'hui, on a un SMIC qui a été relevé à 52 000. Reste à savoir si tout le monde le paye vraiment. Et le salaire d'un cadre A1 de la fonction publique, je ne pense pas que cela dépasse 500 000 francs. Alors, dans un pays où la vie devient de plus en plus chère, où tout est cher dans le pays, on ne comprend pas pourquoi les Togolais ne se battent pas pour obtenir de meilleures conditions de vie, surtout que le pays a des moyens. Le pays a des moyens. Il suffit que le port autonome de Lomé soit géré de façon rationnelle, que les fonds soient gérés de façon parcimonieuse et que on puisse même augmenter le salaire des fonctionnaires au Togo. Parce que les fonctionnaires togolais, ils ne sont pas nombreux. Je peux vous donner les statistiques pour les fonctionnaires togolais. Ce n'est pas un grand monde, les fonctionnaires togolais. Ils sont entre 54 000. Ils sont entre 54 000 les fonctionnaires togolais. Un instant, je regarde un peu mes données. Les fonctionnaires togolais, ce n'est pas un grand monde. Et, les fonctionnaires togolais, ils sont autour de entre 54 et 60 000 fonctionnaires togolais. Et avec une masse salariale, en 2000, les charges liées au traitement du personnel sont de 253 milliards de francs CFA en 2022. En 2023, c'était 263 milliards. Et les prévisions en 2025, c'est 270 milliards. Donc le Togo consacre 270 milliards aux charges et traitements salarial du personnel. Donc, avec les recrutements de ces dernières années, on constate une hausse de 6% de ces charges-là. Alors, comment se fait-il que aujourd'hui, le fonctionnaire togolais se retrouve dans des difficultés? Au Togo, quand vous êtes fonctionnaire, vous avez 3 ou 4 étapes de votre vie. On vous recrute, vous passez quelques 6 mois dans la galère, après on vous intègre, on vous fait le rappel plutôt. Quand on vous fait le rappel, vous avez un peu d'argent. Le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller acheter une moto pour pouvoir rallier votre lieu de travail, aller louer une chambre-salon, 2 chambres-salon quelque part, vous marier. Et une fois que vous avez fini de faire ça et que vous avez votre numéro matricule, vous allez faire un prêt. Vous faites un premier prêt pour aller acheter un demi-lot. Je ne sais pas, Tétikope ou je ne sais pas, Mwepe ou Pogan ou Nimanya, ça dépend de vos orientations, ou Diablé. Vous achetez un demi-lot, vous passez 4 ans à serrer la ceinture pour payer le prêt de demi-lot. Vous finissez de payer le prêt, peut-être vous achetez le terrain, si le terrain est abordable, vous commencez la fondation. Si entre-temps, ce n'est pas un terrain litigieux, vous commencez la fondation. Après, vous faites un prêt. Après 4 ans, vous faites un prêt pour élever la maison jusqu'au niveau, jusqu'au niveau de, je ne sais pas comment le dire, au niveau du chaînage, je ne sais pas quoi. Et après, vous faites un autre prêt pour couvrir la maison et intégrer. Et au bout du compte, vous êtes proche de la retraite. Parfois, il y a des gens qui partent à la retraite, le prêt n'est pas encore soldé et puis meurent. Voilà le cycle du fonctionnaire togolais. C'est-à-dire, c'est un cycle de difficultés, de misère. Et au bout du compte, au bout de la chaîne, il va trouver la mort. Et donc, voilà comment les Togolais vivent. Voilà comment les fonctionnaires togolais vivent. Et pourtant, ce pays a énormément de ressources. On aurait pu augmenter le salaire des fonctionnaires si les ressources sont bien gérées, parce qu'on ne rend compte à personne. On aurait créé des conditions pour assurer les citoyens, trouver plus d'emplois aux gens, financer les jeunes, les entreprises et tout. Mais rien n'est fait. Donc, le fonctionnaire togolais, voilà son cycle. On le recrute, si c'est un enseignant, c'est encore plus grave, mais s'il va directement dans l'administration, on lui fait le rappel, on lui trouve un numéro matricule, il va faire un premier prêt, le rappel, lui, il va acheter la moto d'abord. Voilà, pour le rappel, il va acheter, maintenant c'est les motos, c'est Haoju, il va acheter une moto, il est très content, il a sa moto, et puis après, il va faire un prêt pour acheter un terrain, après il va faire un prêt pour relever la maison, il va faire un prêt pour couvrir la maison, il rentre dans la maison, quelques temps après, il a la retraite où il meurt. Voilà le cycle du fonctionnaire togolais. Et ce qui fait que beaucoup
qui ne supportent pas vont dans la politique pour aller chercher l'argent parce que là-bas, c'est facile de trouver des milliards, tout de suite de devenir milliardaire. Et vous voyez aujourd'hui, la politique est devenue une entreprise. On est dans l'entrepreneuriat politique. Vous avez vu le nombre de centaines de personnes qui étaient candidats pour les élections régionales et législatives. À croire que la politique au Togo, c'est aujourd'hui la chose qui marche le plus plutôt. Donc, vous voyez, et donc, tous ces gens-là qu'on a vus dans la politique, ils vont disparaître. Vous allez voir dans les semaines qui viennent, vous n'allez plus les voir. Aux prochaines élections municipales, ils vont ressortir encore. C'est des entrepreneurs politiques. Et donc, eux, ils assurent le spectacle, c'est des intermittents du spectacle politique. De temps en temps, on les sort, on les agite devant l'opinion, et puis après, dès que leur mission est terminée, ils retournent à leur base en attendant la prochaine étape. Et donc, le fonctionnaire togolais vit de ça. Maintenant, les gens ne se battent pas pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce qu'il y a une certaine peur dans le pays, il y a une atmosphère de terreur dans le pays, il y a une chape de plomb qui pèse sur les gens et les gens en viennent à dire le peu que j'ai me suffit, je ne veux pas avoir de problème. Mais allez au Ghana pour voir, allez au Bénin pour voir comment les gens vivent. Vous ne pouvez pas travailler et ne pas être à l'aise. Vous ne pouvez pas travailler et ne pas vous épanouir. Au Ghana, là, moi j'ai vu le personnel des forces de l'ordre et de sécurité, vous allez, les policiers au Ghana, tout ça, chacun a sa petite voiture, sa petite famille. Les week-ends comme ça au Ghana, les fonctionnaires, ils vont dans les hôtels avec leur famille pour passer 2 jours. Et le dimanche, ils reviennent à la maison. Le lendemain, ils retournent au travail. Au Togo, tout ce que le fonctionnaire sait faire, c'est d'aller boire dans un bar. Après, aller finir la soirée dans une chambre de passe, dans un quartier sale de la capitale. S'il ne chope pas une maladie après. Donc, regardez comment les gens vivent dans notre pays. Et ça agit sur le coût de la vie et l'impact même économique. Parce qu'en réalité, c'est quand il y a l'émergence d'une classe moyenne que le pays vit. La classe qui consomme dans un pays, c'est la classe moyenne. C'est pas les riches. Les riches ne consomment pas. Les riches, ils achètent des choses de luxe de temps en temps, mais en réalité, ils ne consomment pas. Mais ceux qui consomment, c'est la classe moyenne. Et c'est la classe moyenne, quand elle consomme, que l'argent circule, que le pays bouge et que les choses vont dans tous les sens. Vous arrivez à Lomé, pour ceux qui sont dans la restauration, tous les restaurants sont vides. À 20h à Lomé, les restaurants ont fermé. Je ne parle pas des gargotes, là où on pille les foufous, tout ça, ce n'est pas des restaurants, c'est des gargotes. Mais vous allez dans des restaurants qui sont le reflet d'un pays qui se modernise. À Lomé, à peine quelques restaurants fonctionnent. Parce que les gens n'ont même pas les moyens de se faire plaisir, de sortir, d'aller dans un restaurant avec leur famille et de prendre un peu d'air, de manger, de rentrer à la maison. Mais vous avez un ministre de la fonction publique là qui est en train d'aboyer sur tous les médias pour défendre l'indéfendable. Ça fait 18 ans qu'il est au gouvernement. Hein? Gilbert Bahara, ça fait 18 ans qu'il est au gouvernement et il s'est vachement enrichi. Vachement enrichi. Mais quand on va leur demander d'augmenter les salaires des fonctionnaires, de donner des primes, il va dire non, que le pays a des difficultés. Mais il s'est vachement enrichi. On l'a vu comment il est rentré au Togo en 2020. En 2005, moi j'étais là, je l'ai vu. Il dormait au 2 février. Mais aujourd'hui, il a acheté tout le quartier d'Agoua là-bas. Il a des biens partout, Abidjan un peu partout, tout. On en parlera au moment venu. Et ça fait 18 ans qu'il est au gouvernement, ou 17 ans qu'il est au gouvernement. Et c'est lui qui justifie toutes les conneries. Et vous, vous êtes là à les applaudir. Eux, ils assurent leur retraite, ils assurent la retraite de leurs enfants, ils mettent de l'argent de côté, ils sont ministres à vie, à croire qu'ils ont des CDI. Et vous, vous êtes là, vous n'avez pas le courage de demander qu'on vous donne vos conditions de vie et qu'on vous paye ce dont vous avez besoin. Voyez-vous. Et donc, on est dans ces conditions-là. Lorsque il est apparu cette fameuse histoire d'assurance médicale universelle ou assurance maladie universelle, je ne sais pas comment on l'appelle déjà là-bas, qui vient chambouler tout et qui fait grincer les dents, mais que personne n'a le courage de dénoncer. Moi, je suis là, les gens m'interpellent, effectivement, il faut dénoncer l'AMU, c'est pas une bonne chose, c'est difficile, on ne nous explique rien, on a commencé par nous prélever de l'argent, on ne comprend rien, il n'y a pas une communication autour de l'AMU et tout ça. Et moi, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas là. Quand vous approchez des spécialistes, moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité sociale, avec
ma formation de journaliste, ma curiosité, je peux comprendre les faits. Mais je n'en suis pas un spécialiste pour aller dans tous les détails. Mais pour le peu que je comprends, je peux l'expliquer. Maintenant, il n'y a que les spécialistes qui peuvent prendre la parole publiquement pour engager le débat. Parce que le problème de notre pays aussi, c'est le manque de débat sur les sujets que nous avons en commun et qui sont des sujets de société sur lesquels nous devons forcément débattre pour avancer. Et donc, sur la question de la mue, j'ai sollicité beaucoup de gens en vain. Tout le monde dit, j'ai peur, moi je peux écrire quelque chose, tu vas publier, mais je ne veux pas que mon nom apparaisse. Mais comment voulez-vous sortir des liens de la servitude si vous avez tout le temps, si vous avez peur tout le temps? Si vous avez peur tout le temps, les syndicats ne font plus leur boulot, les leaders d'opinion ne font plus leur boulot, et tous les contre-pouvoirs dans le pays, personne ne veut rien faire, tout le monde a peur. Et pourtant, vos conditions ne s'améliorent pas. Et vous mourrez petit à petit. On était parti de l'INAM. L'INAM, qui avait déjà des problèmes, mais dont le protocole était que l'assuré prenne 3% et 3,5% et que l'État prenne 3,5%. En cours de chemin, l'INAM a commencé par balbutier, il y a des soucis, la gestion même est devenue un problème. Ils ont d'ailleurs été épinglés récemment par un rapport de la Cour des comptes. Vous avez une dame qui est là-bas, qui cumule des postes depuis des années avec le ministère, elle est directrice de l'INAM, elle est ministre, au Togo, bon, tout est mélangé, et à croire qu'il n'y a pas d'autres compétences. Et depuis un moment, ceux qui sont pris en charge par l'INAM, il y avait des grincements dedans. Parce que, autant dans les cliniques, dans les pharmacies, certains ont commencé par ne plus accepter certains actes et tout ça. Et donc, il y avait des soucis. Et, paf, du jour au lendemain, bon, à côté de l'INAM, il y a des assurances privées. Il y a des sociétés privées, ceux qui sont dans le privé, qui ont pris des assurances, des polices d'assurance pour leurs travailleurs dans des sociétés privées. Fidélé Assurance, Sounou et toutes les assurances qui sont à Lomé, Saham et tout ça. Et du jour au lendemain, paf, on sort une affaire d'assurance médicale universelle. Peut-être que c'est une très bonne idée, je n'en suis pas contre. Et dont les modalités de mise en œuvre n'ont pas été fondamentalement expliquées aux travailleurs. On a fait les choses dans la précipitation, on a voté la mue, on est parti à la tribune des Nations Unies, comme si c'est à la tribune des Nations Unies qu'il faut aller parler en bien d'une loi qui a été prise au Togo. On allait faire un grand discours à la tribune des Nations Unies, que le Togo fait des progrès. La preuve, on a voté une loi sur l'assurance médicale universelle et tout ça. Alors, le protocole de la mue, on se rend compte que c'est 5% pour l'assuré et 5% pour l'employeur. Déjà, à l'INAM, les mauvaises langues disent que l'État ne donnait pas sa quote-part, c'est-à-dire les 3,5% que l'État doit donner, qui doit permettre de couvrir les besoins de l'assuré, l'État ne le donnait pas. Ce qui fait que l'INAM avait des difficultés. En temps, ils avaient même des problèmes de liquidité. On ajoute à ça la mauvaise gestion. Comme au Togo, on est spécialiste de mauvaise gestion, donc il faut ajouter la mauvaise gestion. Et on sait qu'aujourd'hui, l'INAM traverse des difficultés avec toutes les magouilles qu'il y a là-bas, la corruption, la mauvaise gouvernance, les détournements de fonds. Maintenant, on ajoute la mue. Et la mue, c'est 5% pour l'assuré et 5% pour le patron. Déjà, quand vous avez un SMIC à 52 500 francs, et quand on applique la mue à un SMIC, vous imaginez ce que ça entraîne, l'impact que cela a sur l'employé. On applique la mue à un SMIC, au SMIC. En temps normal, la mise en œuvre de la mue devait être accompagnée d'une augmentation de salaire des fonctionnaires. Surtout que l'État ne joue pas son rôle. Donc, vous avez la mue qui a été mise dans des conditions assez précipitées. Et aujourd'hui, il y a les contractuels de la fonction publique qui étaient déjà assurés à l'INAM qu'on envoie à la mue. Et donc, à la Caisse nationale de sécurité sociale. Puisque c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'occupe de la mue.
Et ces gens-là, ces fonctionnaires contractuels contractuels publics, on a bloqué leur INAM. Et on les envoie à la Caisse nationale de sécurité. Or, la Caisse nationale de sécurité n'a pas encore mis sur place le protocole qui devait permettre à ces nouveaux venus de se soigner. Du coup, on est dans une zone grise où on a prélevé les gens, on a prélevé les gens à l'INAM, on les a balancés maintenant à l'AMU, mais ils n'ont pas les moyens de se soigner. Ils continuent de se soigner avec leurs propres moyens. Et parmi ces gens, il y a des gens qui souffrent de maladies chroniques, qui nécessitent qu'ils aillent chercher des médicaments, qui sont dans des situations difficiles, et tout ça. Donc, c'est un flou total. Donc, vous avez toute cette vague de fonctionnaires contractuels dont on a bloqué l'assurance à l'INAM, qu'on a contrebalancé à l'AMU, et la Caisse nationale de sécurité n'a pas encore pris les soins de mettre en place le protocole pour qu'ils puissent vraiment jouir de l'AMU. Et dans cette période-là, les gens sont malades, ils n'ont pas les moyens de se soigner. Pendant ce temps, la Caisse de sécurité sociale, elle trouve les moyens d'augmenter le salaire de ses employés. On parlera de la Caisse tout à l'heure. La Caisse de sécurité sociale trouve les moyens d'augmenter le salaire de ses employés. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans notre pays. Maintenant, quand on laisse tomber ces gens-là, vous avez tous les fonctionnaires de l'administration privée, les fonctionnaires qui sont dans les sociétés privées, ou qui ont déjà pris des assurances pour leurs employés dans des assurances privées. Je viens de le dire, Fidelia et tout ça. Maintenant, on les oblige à aller à l'AMU. Ce qui crée une confusion totale et qui impacte les sociétés, qui impacte les entreprises. C'est-à-dire, les patrons ne peuvent pas annuler les assurances qui ont été déjà prises dans les assurances privées, alors qu'on les oblige à souscrire à l'AMU. Donc, ils se retrouvent sur deux tableaux d'assurance. On a les assurances privées qui étaient là depuis pour nos employés, et maintenant, on nous oblige à aller à l'AMU. Tout ça parce que vous avez un État budgétivore qui est en difficulté, qui cherche de l'argent partout pour boucher les trous. Donc, on sacrifie les fonctionnaires, on sacrifie les gens, on pique de l'argent un peu partout, et on ne rend compte à personne. Donc, vous avez des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans une confusion totale, et c'est devenu une pagaille dans le pays. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays? Et quand on se retrouve dans une situation comme ça, personne ne parle. Vous n'avez personne qui parle. Tout le monde est là, les gens regardent, et les tarifs même pratiqués, on n'en parle pas. Il n'y a pas de débat. Les hôpitaux, dans quel état ils sont? Ils sont dans les... Est-ce qu'il y a des plateaux techniques? Parce que l'objectif de l'assurance maladie universelle, c'est d'avoir de l'argent pour équiper les hôpitaux, pour relever le plateau technique des hôpitaux. Et plus les hôpitaux seront équipés, plus ça va générer de l'argent et plus les gens vont cotiser pour se faire soigner. Et donc, il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Donc, on balance comme ça une assurance médicale en l'air et on oblige les gens à souscrire. Et depuis 4 mois, je pense depuis novembre, on a commencé par prélever les gens, on a commencé par prélever l'AMU et les gens n'ont pas le protocole pour se soigner. On a commencé par prélever l'AMU et on n'a pas mis le protocole de soins en place. Les gens n'ont pas les actes de cette assurance-là qui leur permet d'aller se soigner, mais on a déjà prélevé de l'argent. On prélève de l'argent parce qu'on a besoin de l'argent, on a besoin de l'argent. Et face à ça, le fonctionnaire togolais, il est silencieux. Il ne dit rien, il se plaint dans son petit coin. Il va voir peut-être un journaliste, il dit « Oui, il faut en parler, nous on ne peut pas parler, on a peur, on va nous renvoyer de notre service et tout ça. » Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de revendiquer vos propres droits? Vous avez peur de revendiquer vos propres droits? Pendant que les ministres s'enrichissent, ils s'engraissent, ils ramassent l'argent dans les caisses. Et vous avez peur de revendiquer leurs droits? C'est pas normal. Donc, vous avez la Caisse de sécurité sociale, par exemple, qui est une société parapublique.
la caisse de sécurité sociale appartient, c'est les travailleurs du secteur privé qui cotisent là-bas, puisque le secteur public, il cotise à la CRT, donc la caisse de retraite du Togo. Donc, la caisse de sécurité sociale, qui appartient aux travailleurs, en premier d'abord, c'est d'abord pour les travailleurs, qui appartient au patronat et dans lequel se trouve l'État. Donc, c'est une institution tripartite. Et les gens ont fait de la caisse de sécurité sociale une vache à traire de la République. On va prendre des milliards sans forcément demander l'avis des travailleurs pour aller créer une brasserie, la SNB, pour produire de l'alcool. Vous imaginez une caisse de prévoyance, une caisse de sécurité sociale qui va aller produire de l'alcool, c'est-à-dire un produit qui est nocif à la santé. Nous sommes dans un paradoxe terrible, une antinomie. On va nous dire que c'est de l'investissement, oui, mais c'est comme la caisse de sécurité sociale demain va créer une société de tabac pour vendre de la cigarette. C'est la même chose. Donc, la caisse de sécurité sociale prend des milliards dans les caisses de la caisse pour aller créer une brasserie dont personne ne connaît le statut juridique de la brasserie. Ils produisent de la bière, ils vendent, et les intérêts, personne ne sait là où ça va. Pendant ce temps, les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui cotisent, ils sont dans la misère. On n'est même pas capable de relever l'indice de leur pension. Qui, lui, la pension qui, elle, est déjà impactée par le coût de la vie. Si la caisse de sécurité sociale fait des affaires avec l'argent des travailleurs, les premiers à en bénéficier devaient être les travailleurs. On devait relever les pensions à la retraite, on devait augmenter les prestations de la caisse de sécurité sociale, on doit revoir les allocations familiales. Vous savez que les allocations familiales, c'est-à-dire les 2000 francs qu'on paye par enfant, datent des années 60. Je pense que c'est 62 ou 63. Je pense que ça date du gouvernement de Sylvanus Olympio. Les 2000 francs par enfant que la caisse de sécurité sociale paye, et qu'elle paye même difficilement. Je pense que le nombre d'enfants, c'est 3 ou c'est 4, je ne sais pas combien. Ceux qui sont là-bas doivent nous dire. Les 2000 francs qu'on paye par enfant, là, ça date des années 60. Je pense que c'est le gouvernement Sylvanus Olympio qui avait fixé les allocations familiales à 2000 francs par enfant dans les années 62 ou 63. Peut-être je me trompe, mais on me dira. Mais c'est une mesure qui date des années 60. Imaginez, 60 ans après, avec tout le coût de la vie qui a augmenté, on est encore à 2000 francs par enfant. Le Togo n'est pas capable, avec tout l'argent que la caisse de sécurité sociale brasse, de payer une allocation de 10 000 francs par enfant. De telle sorte que le militaire, le policier, l'agent de forestier, le fonctionnaire qui bénéficie des prestations de la caisse de sécurité sociale, si son enfant n'a pas une bourse à l'école, si son enfant perçoit au moins 10 000 francs par mois à la caisse de sécurité sociale, ça peut paraître comme une bourse pour l'enfant. Ça peut paraître comme une bourse pour l'enfant. Ça peut paraître comme une bourse pour l'enfant. On n'est pas capable de relever les prestations d'allocation familiale de la caisse de sécurité sociale, ne serait-ce que des 2 000 francs qu'on paye depuis 60 ans ou 40 ans à 5 000 francs, voire 10 000 francs, pour permettre aux familles de souffler un peu. Mais ceux qui sont à la caisse sont des milliardaires. Ceux qui gèrent la caisse là sont des milliardaires. Ils ont de l'argent qu'ils prennent pour créer des brasseries qu'ils gèrent à titre privé. Ils ne rendent pas compte aux travailleurs. Ils ont de l'argent pour construire des villas de milliards de francs CFA qu'ils vendent. Vous connaissez la cité Millennium, où on vend des villas à 800 millions, à 500 millions, à 1 milliard. Et pourtant, cet argent-là, c'est l'argent des fonctionnaires, des travailleurs, qui devait normalement servir à construire des logements sociaux pour les travailleurs.
La caisse, la résidence de la caisse, qui est en face de l'université, ce qu'on appelle la caisse. À l'origine, la caisse a été conçue pour les travailleurs. À l'origine, la caisse avait été conçue pour les travailleurs. La résidence de la caisse c'est un projet qui était fait pour les travailleurs. Mais les riches ont vite fait de prendre ça. Ils sont allés, ils ont tout pris, ils ont mis les travailleurs dehors. Aucun travailleur n'est là-bas aujourd'hui. Toute l'oligarchie du pays, tous ces riches-là, fabriqués de toutes pièces, beaucoup sont des fonctionnaires, ont été des ministres, c'est eux qui ont investi la résidence de la caisse, qui, à l'origine, était un projet pour les travailleurs. Comment se fait-il qu'au Togo, aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale construit des villas dont les coûts sont à 500 millions, 600 millions, 700 millions pour les riches, alors que les travailleurs qui cotisent n'ont pas de logements sociaux? On va vous dire que c'est un investissement, d'accord. Mais combien d'années la Caisse va faire l'investissement avant de répertorier le bénéfice sur les travailleurs qui cotisent? Il y a des gens qui sont aujourd'hui à la retraite, dont les pensions ne dépassent pas 60 000 francs, et qui sont impactés aussi par la mue. Et qui sont impactés aujourd'hui. Regardez la vie de nos retraités, de nos parents, des gens qui ont pris la retraite, qui ont fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices pour la République, et qui vont à la retraite, et qui deviennent des mendiants. Les gens qui sont à la caisse de retraite du Togo, ils vont s'aligner sur le soleil pendant des heures avant de toucher leur pension. Pourquoi ça ne choque personne? Mais vous avez quelques individus qui sont arrivés, qui n'ont jamais travaillé nulle part, qui sont devenus ministres, qui sont des milliardaires et qui narguent tout le monde. Pourquoi personne n'en parle? L'argent, les milliards de la caisse de sécurité sociale, la CNSA, passe où? On a créé une brasserie, on a créé un hôpital Saint-Pélégrin pour soigner les barons du régime, on a acheté des terrains partout, on est en train de construire un télécentre en face de nous là-bas, mais pourquoi on ne rend pas compte aux travailleurs? Pourquoi on ne relève pas le niveau de vie des travailleurs qui cotisent? Pourquoi les syndicats du privé ne disent rien? C'est eux qui cotisent. Il y a un conseil d'administration, il y a un conseil de surveillance qui est piloté par Jibé Bawara. Pourquoi tous ces gens-là se servent, et que les fonctionnaires qui cotisent n'ont rien? Pourquoi? C'est le débat qu'il faut poser aujourd'hui dans notre société. Et les syndicats doivent jouer leur rôle. Les syndicats doivent jouer leur rôle. Les travailleurs doivent jouer leur rôle. J'ai des jeunes qui m'interpellent, qui disent, Ferdinand, on est au port, LCT, les dockers, tout ça. Ils sont dans des conditions effroyables. Et pourtant, le port brasse des milliards. Chaque 3 mois, Adegno et SSBIR vient nous dire, oui, le port a fait des performances, le port de Lomé est devenu un port de quoi dans la région, les performances, bon, mais il ne vous dit jamais rien sur l'argent qu'il récolte. Il ne vous dit jamais rien sur l'argent qui rentre. Ils ont saucissonné le port en plusieurs entités. Ils ont pris le port, ils l'ont fractionné en plusieurs entités et ils ont privatisé tout ça. Et eux-mêmes, ils sont derrière. Ils ont mis quelques blancs, pantins devant, la capitalerie, la manutention, les histoires de, comment on appelle, guichet unique, Antaser. Ils ont créé tellement de sociétés, écrans derrière lesquels eux-mêmes ils sont, et ils ramassent l'argent. Je vous assure, les gars, que le port autonome de Lomé, s'il était bien géré, avec les millions de conteneurs dont eux-mêmes ils font le décompte tous les jours, on peut augmenter les salaires au Togo de 25%, même peut-être même doubler les salaires. Demandez aux spécialistes, ils vous diront. Mais tout cet argent-là, ça ne passe pas d'autres circuits sauf le trésor public. Allez dans la loi des finances, regardez un peu ce que le port rapporte à l'État, pas grand-chose. Mais où va l'argent? Où va l'argent? Ils ont créé tellement de sociétés écrans derrière lesquelles eux-mêmes ils sont. Et donc, les dockers se retrouvent là dans des situations assez effroyables. Que ce soit les dockers à LCT, que ce soit les dockers au port autonome même de Lomé, ou que ce soit les dockers qui sont à la PIA. Voilà une autre société aussi assez obscure, la PIA, la plateforme industrielle d'Adéticopé, où il y a des conneries qui se passent et ils sont là à faire des publicités dans des journaux pour dire que la PIA a fait quoi, voilà.
Des conneries. Les jeunes qui sont à la pia là-bas, les petits dockers qui sont là-bas, qui déchargent les sojas. Vous savez combien ils déchargent une tonne de soja? 800 francs. Vous allez transporter une tonne de soja pour être payé à 800 francs. La tonne. La décharge d'une tonne de soja vaut 800 francs. Les jeunes ont demandé qu'on augmente ça au moins 1000 francs. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer les déplacements, à se nourrir et tout ça. Ils ont refusé. Ils payent 800 francs par tonne pour décharger. Vous déchargez une tonne de soja, vous avez 800 francs. C'est ce que les jeunes perçoivent là-bas à la PIA. Les jeunes ont demandé qu'on augmente ça à 1000 francs. Les gens quittent Agoué, les gens quittent Legbasito, Sobosito, Thévier, toutes ces zones un peu reculées pour venir travailler à la PIA. Ils prennent la moto, ils prennent les vélos et tout ça pour venir travailler. On les paye 1000 francs la tonne. Vous déchargez le soja. Vous imaginez le travail de docker? Vous transportez le soja dans les voitures. Une tonne de soja, on vous paye 800 francs à la PIA. Une tonne de soja déchargée vaut 800 francs. Les jeunes ont demandé qu'on augmente ça à 1000 francs. Ils ont refusé. Moi, à chaque fois que des gens disent les jeunes Togolais sont paresseux, je dis non. Les jeunes Togolais ne sont pas paresseux. Vous voyez tous les jeunes Togolais qui travaillent, qui font les métiers d'artisans, les maçons, les menuisiers, les ferrailleurs, les carreleurs. Ces gens-là, tous les jours, ils se promènent à Lomé avec la truelle en main, en train d'aller dans les chantiers de demander du travail. Oh, et Dolia, Mouni Capita, Mouni Ferrailleur, Mouni, je ne sais pas, plombier. C'est vrai que parmi eux, il y a certains qui ne sont pas assez honnêtes, ça aussi c'est un autre débat, mais ils sont là à la recherche du boulot. Ils se promènent de chantier en chantier. Quand vous allez à Goy là-bas, Toglikopé, là où vous appelez échangeur, là, le carrefour là-bas, à Goy là-bas, motocross, le matin à 4 heures, vous avez des jeunes qui sont là-bas. Vous avez les jeunes qui se réveillent, ils sont là-bas. Ils viennent d'Adétikopé, ils viennent de Thévier, ils sont là-bas. Ils viennent de Legbasito. Ils attendent un camion. Et Colorou. Quand le camion passe, ils sautent dedans pour aller au port, pour aller faire le travail de docker, où ils vont au TP3 pour travailler. Le soir, ils reprennent le même camion, ils viennent descendre là-bas, ils marchent, ils vont à la maison. Les jeunes Togolais ne sont pas des paresseux. C'est que l'État ne leur offre pas les opportunités pour travailler. C'est que le gouvernement ne leur offre pas les opportunités pour travailler. Et à chaque fois qu'il y a une occasion pour travailler, on les exploite. Voilà le cas de la PIA, le cas des jeunes qui sont des dockers au port, les gens qui sont dans la zone franche. On a vu ici tous les mouvements qu'il y a eu dans la zone franche et comment on a licencié les gens. Avec les Bawara qui s'entendaient très bien avec ces Libanais, tous ces Indiens qui sont dans la zone franche pour enfoncer ses propres frères. Les jeunes Togolais ne sont pas paresseux. Arrêtez de dire ça. Chaque matin, vous connaissez le nombre de jeunes Togolais qui se débrouillent, qui se battent chaque matin. Vous connaissez tous ces gens-là qui font des émidiants. Tous ceux qui partent le matin depuis Baguida pour arriver au port, depuis Avepozo, depuis, je ne sais pas, Bougan pour venir au port, pour faire un job d'une journée et retourner à la maison. Ils n'ont même pas parfois les moyens de déplacement. Ils rentrent dans les camions à Berne. Les colons, les Djokatra, les jeunes Tinapolome. Les agoués, les fonds échangeurs, les fonds kegéon couteau, yo dona home, yo ina porme, obeona les bledo, soira, au badona home bonava, au trouva dina les fonds sont ina home, au pont 1000 francs, au pont 1500, et au raso du. C'est ce qui se passe dans ce pays. Les gens ne connaissent pas la réalité. Donc, ceux qui sont sur TikTok là, qui racontent des conneries, que les jeunes Togolais n'aiment pas travailler. Vous allez au Nigeria, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina, au Mali. Tous ceux qui sont là-bas, qui font le carrelage, la maçonnerie, la plomberie, c'est des Togolais. C'est des Togolais. C'est des Togolais. J'étais au Nigeria, dans l'état du Bénin. Il y a un état là-bas, chez un milliardaire nigérian. Avec mon frère et ami père, son âme, Sobertin Agba. Un de ses amis là-bas. Un riche milliardaire du Nigeria qui a au moins une dizaine de Rolls-Royce dans sa maison. On était dans son village au Nigeria. Il était en train de construire, je ne sais pas si c'est une basilique, une cathédrale, quelque chose d'immense dans son village. Donc, on était parti pour visiter le chantier.
Quand on était là, on a entendu des gens, ils parlaient le vernaculaire. C'était des Togolais. Et on les a approchés. Et Mito Kengbenawe. Oh, patron, Togo Tominia. Eh bien, c'est nos frères de Foucan, d'Afagnan, tout ça. Ils étaient sur le chantier depuis 3 ans. C'est des caroleurs. Et ils disent, dans le Nigeria, partout là, tous les richissimes du Nigeria là, ils aiment les caroleurs togolais, ils aiment les plombiers togolais parce que leur travail est apprécié. Ils sont des professionnels. Tu donnes des carreaux à un gars du Nigeria pour te mettre dans ta maison, il met les carreaux, ça fait comme ça. Les carreaux, il n'y a même pas de prise de mesure. Bon, vous connaissez les légendes du Nigeria, leur cataphyte et tout ça. Donc, ils préfèrent les Togolais. Les Togolais passent la moitié de leur année au Nigeria pour travailler là-bas. Vous avez tous ces Togolais qui quittent le Togo, qui vont au Nigeria pour faire le métallage. Les fameux Togolais qui reviennent en fin d'année avec les motos. Ça rentre par les villages du nord du Togo, Ketao, Tchamba, tout ça. Ils vont travailler au Nigeria. Et ils rentrent en fin d'année avec une moto. Donc, ne dites pas que les Togolais sont des paresseux. C'est l'État togolais ou le gouvernement togolais qui refuse de créer des conditions pour que les Togolais travaillent. Imaginez qu'il y ait des projets de logements sociaux, des projets immobiliers dans toutes les villes du Togo. Tous ces carreleurs-là, ces charpentiers, ces staffeurs, ces plombiers, ils vont aller au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je sais pas, dans le Sahel, Mali, Niger, Burkina. Non, ils vont travailler dans leur propre pays parce qu'ils sont compétents. Mais comme on a un gouvernement qui n'a pas de vision, on a un régime qui est là, qui n'a aucune vision, les gens qui ont l'expertise, ils sont obligés d'aller travailler dans les pays environnants, dans les pays voisins. Donc, voilà les conditions de vie dans lesquelles les Togolais sont. Les gens qui vont travailler au port, qui sont exploités, ceux qui sont dans les zones franches. Les jeunes au Togo ne cherchent qu'à travailler. Ils ne cherchent qu'à travailler. Moi, j'en ai vu à Sabadou, un peu partout. Quand il y avait les chantiers, les gens venaient pour demander à travailler. Oh, patron, mi numéro, ni plombier, mi numéro, ni nu aleke, ni mi va rien, ma yom koutawe. Ils ne demandent qu'à travailler. Mais s'il n'y a pas les chantiers, les gens vont aller où? Ils vont aller au Ghana, ils vont aller au Burkina, au Niger. Et c'est ce qu'ils font. Ceux qui n'ont pas cette formation, ils vont au port pour travailler, pour être dockers. Ils vont au TP3. Encore que le TP3, tout ça, on est en train de prendre ça aux Togolais pour remettre aux étrangers. On est en train de ramasser les parcs pour donner aux Kanazoué, tout ça. Et d'expulser les Togolais pour les étrangers dans les parcs. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, voilà la situation des travailleurs togolais. Il y a un monsieur qui me faisait comprendre que à la PIA là-bas, il est un chauffeur de véhicules lourds. Ils ont été recrutés sur la base d'un contrat et on divise leur salaire en deux. Parce que des gens dans la boîte ont créé une autre société d'intérim qui s'appelle RMO, qui se trouve sur la rue des hydrocarbures. Et quand on les paie le salaire, si vous êtes à 250 000, la société RMO prend presque la moitié de votre salaire et vous verse l'autre moitié. Et vous n'avez le droit à rien du tout. Et ces gens sont là. Ils sont exploités. L'État ne va pas à leur secours. Personne ne dit rien. Un État est fait pour protéger ses citoyens. Un gouvernement est fait pour protéger ses citoyens. Un gouvernement ne laisse pas ses citoyens se faire exploiter par des étrangers. Fut-il des investisseurs? Fut-il des investisseurs? Donc, cette histoire de RMO, je me permets de vous lire même le message qu'il m'a envoyé, si vous permettez, parce que je ne voulais pas que ce direct soit long, mais je peux vous lire les messages que des gens m'ont envoyés. Je peux vous lire les messages que les gens m'ont envoyés. Alors, voilà. Pour notre cas au niveau du port sec d'Adetikopé, le recrutement se fait par la PIA, interview, test, et 3 mois après, on vous appelle pour la signature du contrat. Et c'est ce jour-là qu'on vous dit que vous êtes employé par RMO, sous-traitance, relation main-d'œuvre. Votre salaire est divisé par 2 avec un contrat projet qui ne vous permet pas d'avoir un prêt de 10 francs à la banque. On a réclamé depuis les contrats CDD en 20. On nous exploite comme des trucs. Voilà. On va envoyer tout ça. On va envoyer tout ça. Et voilà comment le Togo
le Togo fonctionne. Voilà comment notre pays fonctionne. Il y a des gens, qui ont été licenciés des entreprises qui sont à la maison, dont on n'a jamais payé les droits jusqu'à ce jour. Quelqu'un m'a envoyé un message. Bonjour Ferdinand, voilà, je décide de vous écrire à la suite de notre post selon lequel vous allez intervenir aujourd'hui à 11 heures et pour la fête du 1er mai. En fait, j'étais un employé de Lydia Ludic, filiale du groupe Prefaco de Francis Perez. Voilà une autre escroc, Prefaco, Francis Perez, quelqu'un qui est arrivé au Togo, qu'on nous a présenté comme un grand investisseur, qui ont pris de l'argent dans les banques pour construire soi-disant un hôtel en face du siège de EcoBank à côté de Sarakawa là-bas. Et puis depuis des années, il a disparu, ils ont pris l'argent, il a disparu. Et voilà, et il avait la société Lydia Ludic. Et depuis 2015, ils sont jusqu'à ce jour sans emploi. Ils sont 346 individus qui sont dans le flou total de Lydia Ludic. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vous raconte les faits. À l'arrivée de Lydia Ludic en 1996, une convention est signée entre elle et la Lonato pour une durée de 15 ans pour l'exploitation des machines à sous. Voilà un truc qui chosifie la jeunesse, le casino, tout ça, les conneries. Moyennant paiement de redevance. La convention a pris fin en 2011. Elle a été renouvelée pour prendre fin en 2026. Dans l'exploitation de la seconde convention, selon les informations, Lydia Ludic ne versait plus les redevances dans les livres de la Lonato, mais directement au premier responsable de la Lonato d'alors, M. Pekemsi, qui, vous le savez, gérait la boîte comme une de sa propriété. À sa mort, Dame Ingrid Awade, désormais PCA de la Lonato, constate que Lydia Ludic doit à la Lonato, et c'est ainsi qu'après plusieurs rappels à l'ordre, sans succès, la Lonato saisit la justice qui, elle, scelle les locaux de Lydia Ludic. Un litige est né et une facture est présentée à Lydia Ludic qui devra payer à la Lonato la somme de 400 millions de francs à titre de dettes et accessoires. Sur le principe, Lydia Ludic ne s'oppose pas, mais prétend que ce ne sont pas 400 millions qu'elle devrait payer, mais 68 millions au motif que le directeur d'alors, c'est-à-dire M. Pekinsi, aurait fait une remise de dette. C'est le début de notre calvaire pour le personnel. Entre-temps, le PDG adjoint du groupe, M. Olivier Coro, est rentré à Lomé. Il a été arrêté à l'aéroport avec son passeport confisqué quelques jours, puis relâché. Il a eu à faire des réunions avec les premiers responsables de Lydia Ludic, certains délégués du personnel, réunions durant lesquelles il aurait fait des promesses au personnel qui seront plus tard refaites par le DG devant les inspecteurs du travail. Il s'était donc engagé à mettre au chômage technique 3 mois le personnel jusqu'au dénouement de l'affaire, moyennant paiement de 60% des salaires chaque fin du mois. Entre-temps, le PDG adjoint du groupe est parti. Les discussions ont continué entre les délégués dirigeants de Lydia Ludic. Aucun des engagements n'a été respecté jusqu'à ce jour. Les audiences au niveau de la justice ont commencé timidement avec plusieurs reports. Déjà, personne n'a véritablement communiqué sur quoi que ce soit. À ce jour, les 3 premiers mois de chômage technique de Lydia Ludic n'ont jamais été essayé de coopter quelques délégués véreux pour aller prolonger les congés techniques, mais ne sont heurtés au refus des inspecteurs qui leur ont dit qu'une fois qu'aucun des engagements pris n'a été respecté, ils ne pouvaient pas accéder à leur requête. Ces derniers aussi ont dit à certains délégués qu'ils ne voyaient pas le bout du tunnel dans cette affaire. Et donc, malgré toutes les conditions de travail, salaire dérisoire, promotion et tout, ces gens-là sont à la maison jusqu'à ce jour. Les gens de Lydia Ludic, ils sont 346 employés. Personne ne connaît leur sort. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va se régler. Et donc, nous sommes dans cette situation d'imbroglio total. Et voilà comment le Togo fonctionne. Les conditions de vie des travailleurs. Et cela se passe dans tous les secteurs. Que ce soit le secteur public ou le secteur privé, les gens sont exploités. Et personne n'est là pour lever le ton. Et nos dirigeants sont là. À partir du moment où ils trouvent leur compte avec leurs fameux investisseurs, qui sont leurs amis, qu'ils ont mis d'ailleurs devant, le reste du pays, ils s'en foutent pas mal. Et quand vous prenez le Togo aujourd'hui, c'est un pays, le fonctionnaire togolais, vous voyez son visage, c'est un visage de misère. C'est un visage de souffrance. Et quand vous voyez le Togo dans toute sa globalité, vous allez dans les grandes villes, vous enlevez l'administration, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'investissement. Les gens de la diaspora qui essayent de revenir au Togo et qui tentent d'investir, on a vite fait de plomber leur investissement parce qu'ils ne sont pas unis ou bien ils refusent d'adhérer au parti. Et donc on utilise l'OTR, tout ça pour plomber leurs activités. Ils sont obligés de repartir.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis ce qui se passe au Togo doit réveiller tout le monde. Que tu sois, tu t'intéresses à la politique ou pas, la politique va venir te retrouver. La politique va revenir te retrouver. Le petit voyou qui tente de récupérer ton terrain que tu as acheté, je ne sais pas, à Nimania, il va s'adosser à un juge ou à un colonel. C'est politique pour t'arracher ton terrain. Donc toi qui dis, je ne me mêle pas de la politique, mais le peu que tu as acquis au pays, ils vont venir t'arracher ça. On ne demande pas aux gens de faire la politique politicienne, mais on demande aux gens de s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays, parce que c'est notre vie commune qui en dépend. Quand même vous rentrez dans votre pays, vous ne vous mêlez pas à la politique. Sur quelle route vous roulez pour rentrer dans vos maisons? Sur quelle route vous roulez pour rentrer dans vos maisons? Si vous ne vous intéressez pas à la politique, vous rentrez à Lomé. Sur quelle voie vous roulez pour rentrer dans vos maisons? Vous roulez dans la boue pour rentrer dans vos maisons? Est-ce que vous êtes en sécurité dans vos maisons? Aujourd'hui, il y a une imposition sur les maisons secondaires. Ça concerne tout le monde. Donc, nous devons nous réveiller. Moi, je ne peux pas aborder tous les problèmes ici. Quand j'ai annoncé ce direct, il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité. Ferdinand, il faut parler de telle société, il faut parler de telle boîte, il faut parler de telle boîte. Mais on ne peut rien faire sans que vous-même, vous ne vous réveillez. Saint Augustin a dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Tant que nous-mêmes, on ne se réveille pas pour revendiquer nos droits, les gens vont continuer par nous exploiter. Les gens vont continuer par nous écraser. Les dirigeants, ils s'en foutent. Vous allez les voir, aujourd'hui, ils vont porter des habits blancs, tout ça. Il y aura quelques fonctionnaires qui viendront lire devant Bawara les droits des citoyens. Après, les droits des travailleurs, après, ça s'arrête là. Vous avez vu l'état de nos hôpitaux? Comment on peut appliquer la mue et quand on a des hôpitaux comme ça, quand il a plu la dernière fois, vous avez vu l'état du CHU Tocoin, qu'on appelle CHU Campus, CHU Sylvanus Olympio. Vous avez vu l'état de nos hôpitaux? Quand il a plu la dernière fois, vous avez vu l'état du CHU Tocoin? Comment on peut comprendre que un CHU puisse être aussi inondé? Juste une pluie. Tous les services sont inondés. Et puis un CHU qui se trouve sur une colline, c'est-à-dire en hauteur d'une lagune, où on devait facilement faire un assainissement, drainer les eaux dans la lagune. Et les gens se sont retrouvés avec les eaux de la morgue qui ont débouché partout à l'intérieur du CHU. Parce qu'on n'en parle pas souvent, les eaux de la morgue à Lomé. Le processus d'évacuation des eaux de la morgue à Lomé, c'est une catastrophe écologique, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Donc, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça où tout le monde a démissionné. Que personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Personne ne dit absolument rien. Vous imaginez tous ceux qui sont contaminés par les histoires des eaux de la morgue là-bas, à Lomé. Je vous disais dans l'autre journal, quand j'étais encore au Togo, que ce qui a poussé même à rénover la morgue, c'est vrai qu'il y avait le besoin de faire les affaires avec les cadavres et tout ça. Mais à un moment donné, les cadavres étaient en décomposition à la morgue. Il y a les rats, parce que dans les quartiers de la morgue, là-bas, il y a beaucoup de rats. C'est des rats qui sont gros comme ça. Il y a des rats qui rentraient dans la morgue et qui abîmaient le visage des cadavres, qui mangeaient les yeux des cadavres et tout ça. Il y a beaucoup de rats dans cet environ, dans les quartiers là-bas, qui allaient se servir à la morgue là-bas. Et donc, c'est en voyant ces images-là que les gens étaient scandalisés. Rapidement, ils ont rénové la morgue. Bon, maintenant, ils en font des affaires. C'est le seul service qui rend beaucoup d'argent aujourd'hui, qui fait rentrer beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais au départ, c'était incroyable. Les rats rentraient dans la morgue parce que tout était délabré et mangeaient les cadavres. Défiguraient les cadavres. C'est ça notre pays. C'est ça le niveau de déconfiture, de délabrement total de notre pays. Et ça ne choque personne. Si vous ne pouvez pas entretenir les vivants, au moins les morts, vous pouvez leur réserver au moins un traitement humain.
depuis l'Égypte ancienne, les morts ont de la valeur. C'est pour ça qu'on a construit les pyramides, on a enterré les gens avec beaucoup de déférence, beaucoup de choses. Pour nous qui avons étudié l'histoire, on sait ce que c'est que... on sait ce que c'est que la part qu'on réservait aux morts dans les grandes civilisations, que ce soit la civilisation égyptienne, la civilisation des Incas, tout ça. Mais voilà le Togo. Et ça ne choque personne. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui disent oui, de toutes les façons, moi je m'en fous, je viens au Togo pendant les vacances, je repars, que fort reste, moi je ne me mêle pas de la politique. Quand tu viens au Togo, tu piques une crise là, tu sais là où on va te soigner. Quand tu rentres au Togo, tu as un malaise. Tu sais dans quel centre de santé on va t'amener? Tu as beau avoir ta sécurité aux États-Unis, en Europe, partout, tu viens, tu te soignes, tu n'as rien à foutre au pays. Mais quand tu vas au pays pour les vacances là, et que tu fais un malaise, tu sais là où on te soigne? Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés des États-Unis, de la France, et je ne sais où, de l'Europe, ils sont allés au pays, ils ont fait des malaises au village, ils sont morts. Parce qu'il n'y avait même pas de l'alcool, il n'y avait même pas un défibrillateur dans le petit dispensaire de son village dans lequel il est allé. Ils sont morts. Ils sont morts. Il y en a dans vos familles. Il y en a parmi vous, dans votre entourage, il y en a parmi vous des amis qui ont perdu des gens, qui sont rentrés au pays, qui sont morts. Ils ont fait juste une petite crise, peut-être une rupture d'anévrisme. Ils sont morts le temps qu'on les amène à l'hôpital. Ils n'ont pas pu reprendre l'avion pour retourner aux États-Unis, en France, je ne sais pas où, pour se soigner. Donc, se battre pour son pays, il n'y a rien, c'est une nécessité. Parce que si nous-mêmes, on n'est plus au pays, on a nos parents qui sont là, on a nos mamans, nos frères, nos soeurs qui sont là, nos oncles qui sont là. Dans quelles conditions eux se soignent? Donc, la gouvernance du Togo concerne nous tous. La gouvernance du Togo concerne nous tous. J'ai de jolies maisons à Lomé, j'ai conçu une maison à Djagblé, j'ai une maison à Néron, j'ai une maison ici. Sur quelle route tu roules pour rentrer dans ta maison quand tu rentres au pays? Quand il pleut, comment tu fais pour rentrer au pays? Quand il pleut, quand tu quittes les routes principales, comment tu fais pour rentrer dans ta maison? Donc, nous devons nous intéresser à ce qui se passe dans notre pays. Donc, moi, c'est ce que je fais depuis des années. Il y a quelqu'un qui a dit, Ferdinand, oui, il faut arrêter de te battre pour le Togo, les Togolais, c'est un peuple ingrat. Non. Si Sylvanus avait écouté aussi ces genres de propos, il ne se battrait pas pour l'indépendance. Si Augustino de Souza avait écouté ces genres de propos, il ne se battrait pas pour l'indépendance. Augustino de Souza, il fait partie de ceux qui ont beaucoup investi pour l'indépendance. À la veille de la proclamation de l'indépendance, il est mort. Ça veut dire même qu'il n'a pas vu le jour de l'indépendance, le jour où on a levé le drapeau togolais au ciel. Mais pourtant, c'est des gens qui ont mis toute leur fortune dans la lutte pour l'indépendance. Mais il a fait ça pour les générations futures. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le Togo de demain. Ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai rien à foutre. Je peux aussi me dire, j'ai ma petite vie, hein, je me lève, j'ai de quoi manger, hein, le reste, je m'en fous. Je peux dire ça aussi. Mais je ne tire aucune fierté à être Togolais si on m'interpelle quelque part. On dit, ah, tu es Togolais, je dis oui, ah, c'est votre pays dans lequel, là, il y a une seule famille qui gouverne depuis 100 ans, là, je vais baisser la tête. Ou on va me dire, ah, c'est dans votre pays, là, quand on vote, là, on a des gens qui mettent les bulletins dans les urnes, là, ils mettent plusieurs bulletins dans les urnes, une seule personne peut voter sans bulletin. Je vais baisser la tête. On va dire, ah, tu viens du Togo, ah, c'est le pays là où on modifie les constitutions on modifie la constitution à 23 h la nuit. On passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire en un clic d'œil. Je vais baisser la tête. On dit, ah, je viens du Togo. On dit, ah, c'est dans votre pays là où il n'y a ni route, ni eau potable, on coupe l'électricité, tout ça. Je vais baisser la tête. Je n'aurai aucune fierté de dire que je suis Togolais. Vous voyez? Donc, c'est notre pays. C'est notre pays. Nous avons le devoir de le relever. Donc, ce n'est pas une question de dire, Ferdinand, il faut arrêter de se sacrifier pour les Togolais. Les Togolais sont ingrats. On ne lutte pas pour recevoir quelque chose en retour. On lutte même pour notre propre fierté d'abord. C'est notre propre fierté. Quand je parle des travailleurs, là, mais il y a des gens dans la fonction publique qui sont unis, ils sont partis en campagne. Mais je parle d'eux, là.
Je parle de leurs conditions de vie. Peut-être même que certains ont bourré les urnes, mais je parle de leurs conditions de vie. Il y a ceux qui m'insultaient. Ils disent, oh Ferdinand, là, il faut l'écraser, c'est un opposant. Mais quand ils ont des problèmes, ils viennent chez nous. Ils viennent chez les journalistes pour dire, ah, il faut nous aider, on nous a licenciés, on nous a coupé tel avantage, notre directeur a fait ceci, notre CA a fait ça. Mais ces gens-là, ils vont aux réunions d'unir, qui les enfoncent dans la misère. Mais moi, je parle d'eux. Parce que je sais que si leurs conditions sont améliorées, les conditions de tous les Togolais vont s'améliorer. Vous connaissez l'effet de duplication, l'effet de multiplication de, je sais pas, c'est Keynes ou quelque part, pour la consommation. Tant qu'il y a de l'argent et il y a la consommation, ça se répercute sur tout le monde, l'économie tourne. Donc, si les fonctionnaires sont bien payés, ils ont un salaire décent, ils vont consommer, la bonne dame qui va au bord de la route, elle va avoir de l'argent, celui qui fait le colico va avoir de l'argent, le zémidjan va avoir de l'argent, et l'économie du pays va tourner. C'est une chaîne. C'est pour ça qu'on se bat pour que le pays connaisse une amélioration. Je parlerai dans une autre vidéo de nos mamans au grand marché. On prendra les thèmes un à un, petit à petit. On parlera du grand marché de Lomé. Comment des gens, de façon cynique et méchante, se sont organisés pour déposséder, pour évincer nos grands-mamans et nos mamans du marché et installer les étrangers. Et nos mamans sont devenues les esclaves des étrangers aujourd'hui au marché. On va parler de ça. Parce que la restauration du Togo passe par tout ça. Nous devons reprendre le contrôle de notre économie. Au Gabon, là, qu'on ait applaudi le coup d'État ou pas, Oligui, là, il est en train de remettre tout au Gabonais. Hein. Il dit le Gabon d'abord. Il est en train de nationaliser toutes les entreprises. L'État rachète les parts des entreprises. Il convoque les gens. Il arrive, on fait le point. On dit oui. Vous avez, société de cimenterie, Wassem, l'État a combien de parts? Il dit non, que voilà, l'État a 10%. Et vous, les Indiens, vous avez 90%. Il dit désormais là, l'État a 70%, vous avez 30%. Apprendre à laisser. Sinon, vous êtes dehors. Il est en train de remettre tout dans le giron de l'État. Il rachète les parts. Nous allons refaire ça. On ne peut pas accepter que nos mamans qui ont tenu l'économie de ce pays pendant des années, qui ont même acheté des voitures pour EADEMA, pour les grandes conférences, qui ont tenu les banques comme la BTD, la BTCI, l'UTB, ce sont nos mamans du grand marché qui ont tenu ces banques-là, surtout les Nanabès, sont évincées du grand marché au profit des étrangers qui font la loi. Et les gens sont là, ils ont croisé les bras, ils regardent. C'est le principe de cette méchanceté-là qui a entraîné l'incendie des marchés. C'est la méchanceté à l'état pur. Parce qu'on avait un projet satanique d'affaiblir la puissance financière d'une certaine catégorie de citoyens dans le pays. Et on a fait la promotion des étrangers. Je ne veux doiter aucune communauté pour qu'on dise que je suis xénophobe, mais je suis togolais avant tout. On parlera du grand marché de Lomé. Quelle est cette politique qui consiste à affaiblir nos mamans au grand marché de Lomé au profit des étrangers? Avec tout le système d'imposition, on ferme les boutiques des gens, on fait ci, on fait ça, on coule les entreprises des gens au profit des étrangers. C'est ça la dictature. Affaiblir tout ce qui peut paraître comme les contre-pouvoirs dans le pays. Corrompre ce qu'on peut corrompre, affaiblir certains, écraser les autres. C'est ça. C'est un régime, je ne sais pas, humanicide, hein? Populicide, criminel. Voilà. Donc, on parlera du grand marché. Donc, voilà, moi, je pense que j'ai abordé pratiquement les sujets pour ce jour du 1er mai. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout porter sur mes épaules. Je ferai des directs lorsque le besoin se fera sentir. S'il y a des événements, je prendrai la parole. Le plus important, c'est de conscientiser notre peuple. Le plus important, c'est de dire aux Togolais de ne pas baisser les bras, de ne pas céder au désespoir. On a un pays très merveilleux, doté de richesses, et innommables, beaucoup de richesses, dont nous ne connaissons même pas la gestion qui est faite. Et il y a une minorité comprador
qui est en train d'écraser ce peuple-là, d'obscurcir l'avenir de tout un pays. Et c'est cette minorité-là, cette oligarchie-là, qu'il faut combattre, qu'il faut détruire, qu'il faut combattre par tous les moyens. Et eux-mêmes, ils savent que le peuple ne les aime pas. C'est pour ça qu'ils vont bourrer les urnes. Vous avez vu toutes les vidéos qui circulent là. Si vous avez vidé autant d'argent dans les caisses pour aller faire la campagne, vous êtes obligé de bourrer encore les urnes. Et sachez qu'après cette élection-là, où les caisses sont vides, ils vont augmenter les taxes. Hein. Ils vont augmenter prochainement les taxes parce qu'ils doivent récupérer l'argent qu'ils ont mis dans les élections. Les 2000 qu'ils vous ont distribués là, pendant le scrutin là, ils vont les récupérer. Hein. Ils vont récupérer où? Sur les taxes. Ils vont les récupérer. Donc, les fonctionnaires, ne vous attendez pas à une quelconque amélioration de vos conditions. Ne vous attendez pas à une quelconque amélioration de vos conditions. Ils ne vont rien améliorer. Ils vont plutôt mettre les taxes aujourd'hui pour tous les Togolais qui rentrent de l'extérieur à l'aéroport. Il y a des tracasseries. Vous amenez un peu de bagages, on vous demande de dédouaner tout. Et, les parfums, vous avez 2 parfums, on vous dit de dédouaner. Vous avez 2 portables, on vous dit de dédouaner. Vous avez 2 ordinateurs, on vous dit de dédouaner. On harcèle les gens à l'aéroport. On harcèle les gens qui rentrent au pays avec les conteneurs. On taxe tout dans les conteneurs. Ils disent qu'ils ont besoin d'argent. Donc, ils détruisent le business des gens parce qu'ils ont besoin d'argent. On m'a envoyé un témoignage la dernière fois d'un incident qui s'est passé à l'aéroport de Lomé. Voilà un monsieur qui est rentré de l'extérieur pour un mariage avec sa fiancée. Et il achète la robe en Occident. Et il est rentré avec une robe, la robe de la mariée. Une robe quand même prestigieuse. À l'aéroport, on bloque la robe, on lui dit de dédouaner la robe à 300 000 francs. J'ai l'audio, le témoignage. On lui dit de dédouaner la robe à 300 000 francs. Le monsieur dit, mais je suis rentré pour un mariage. C'est la robe de ma fiancée. Comment je peux dédouaner une seule robe que je ramène au pays pour venir me marier? Une robe de mariée. Une robe. Une seule robe. Il n'a pas ramené la robe pour vendre. Il a ramené la robe pour se marier. On lui dit de dédouaner la robe. 300 000 francs à l'aéroport. Altercation, hausse de ton, chamaillerie. Le monsieur était dépassé. Il leur a laissé la robe. Il est parti. Il leur a laissé la robe. Il est parti. La robe qu'il a ramenée pour le mariage de sa fiancée, là, il a laissé la robe à l'aéroport. Parce qu'on lui a dit de payer 300 000 francs pour faire rentrer la robe au Togo. Il a laissé la robe. C'est ça le pays. C'est ce que le pays est devenu. C'est ce que le pays est devenu. On harcèle les gens de partout. Les gens qui sont à Lomé, les jeunes qui veulent entreprendre, on vient au TR, on ferme les trucs. C'est ça. Ils ont besoin d'argent. Mais cet argent-là, ils ne rendent compte à personne. Ça va dans leur poche, ça va dans leur compte. Et les travailleurs, ils sont là. On refuse d'augmenter leur salaire. Ils ne disent rien. Donc, voilà ce que notre pays est. Donc, que la caisse de sécurité sociale, dont la vocation est la protection sociale, prend l'argent des travailleurs pour aller créer une brasserie qui vend de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool est nuisible, est nocif pour la santé. Or, la mission de la caisse de sécurité sociale, c'est de protéger les travailleurs. Donc, la caisse de sécurité sociale prend l'argent des travailleurs pour aller créer une brasserie. C'est comme, ils prennent l'argent pour aller pour aller vendre la drogue. Ou bien pour aller créer la cigarette. Et les intérêts générés par la brasserie, les travailleurs ne le savent pas. Ils construisent des villas, des milliards. Ils annoncent les projets, c'est pour eux-mêmes. Ils construisent les hôpitaux privés. Personne n'a la fiche juridique de la brasserie. Et les retraités sont là, les pensionnaires sont là. Les enfants qui prennent les allocations familiales qui sont de 2000 francs depuis 60 ans sont là encore 2000 francs.
Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que des gens qui sont à Lomé, qui donnent 500 000 francs à leurs enfants d'aller faire le week-end, peuvent admettre qu'on puisse payer 2 000 francs d'allocation familiale à des enfants par mois? 1 000 francs, 2 000. C'est-à-dire que ça fait 20 pièces de 100 francs. C'est ça, non? 1 000 francs, 2 000. Allocation familiale. Mais eux-mêmes, ils roulent sur de l'or. Ils achètent des voitures de 100 millions, 150 millions, 200 millions. Ils roulent. Mais ils sont incapables de faire quelque chose de bien pour leur peuple. Donc, voilà, je vais m'en arrêter là. Je pense que je vous ai pris un peu de temps. Moi-même, quand c'est long, ce n'est plus intéressant. Et voilà ce que j'ai voulu dire sur les travailleurs. Donc, j'ai abordé un peu de tout. La situation des travailleurs au Togo, l'INAM, l'AMU, les travailleurs dans le port, la PIA et tout ça, les sociétés où on exploite les gens. Le secteur informel, tout le monde exploite tout le monde aujourd'hui au Togo. Donc, j'espère que chacun prendra conscience pour que notre pays puisse retrouver un semblant de dignité. Et pour terminer, je reviens sur la question de la santé. Le premier sujet que j'ai abordé, à savoir la question des opérations des yeux. Et ce qui m'est arrivé moi-même personnellement et dont j'ai fait le témoignage aujourd'hui. Si vous avez des problèmes dus à Lomé et qu'on doit vous opérer, que ce soit la cataracte, le glaucome, je ne sais pas quoi, assurez-vous vraiment que le mal qu'on a diagnostiqué est vraiment ce mal avant de vous faire opérer. Parce que moi, j'ai failli. Je n'avais ni cataracte ni glaucome, mais ils m'ont dit que c'était de la cataracte. J'y arrive là, c'était autre chose. Donc, c'est comme ça que les gens deviennent aveugles après opération. Les gens perdent la vue à Lomé, en tout cas au Togo, et surtout pendant les opérations foraines de cataracte. Faites très, très, très attention. Il faut en parler autour de vous. J'en parle juste pour que des gens prennent des mesures de précaution. C'est ce que je dis, c'est juste la prévention. Je ne dis pas de ne pas aller se faire soigner. Je dis, faites très attention. Et j'ai eu pas mal de témoignages de médecins qui m'ont dit, beaucoup de gens perdent la vue dans ces genres d'opérations foraines de cataracte qui se font aujourd'hui au Togo. Ils sont financés par Fonya Singbe. Au lieu de construire les hôpitaux et de les équiper pour qu'on aille se soigner dans de bonnes conditions, lui, il est devenu une ONG. Il donne l'argent aux militaires d'aller faire des opérations de cataracte aux gens. Ce n'est pas la responsabilité d'un chef d'État. La mission d'un chef d'État, c'est de construire des hôpitaux pour que les gens aillent se soigner dignement. Vous voyez, c'est pour ça que les citoyens paient les impôts. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça me tient à cœur, cette histoire d'opération des yeux. Parce que moi-même, je suis un cas. Je suis un témoin vivant de ça. Parlez-en autour de vous, à vos mamans, à vos parents, à vos frères et sœurs, de bien s'assurer du mal dont ils souffrent avant d'aller se faire opérer par un ophtalmologue. Le plus grand souci qu'on a en Afrique, c'est qu'il y a de la cataracte, mais beaucoup de gens souffrent du prytégion. C'est juste une membrane qui se développe sur les yeux à force de voir les yeux s'exposer au soleil. Et ça existe dans plusieurs pays africains. C'est à cause du soleil. Ce n'est pas la cataracte. Donc, je vous souhaite une très bonne fête de 1er mai. Bonne fête à tout le monde. Et gardons le contact et gardons l'espoir pour notre pays. Continuons de nous battre, chacun dans son petit coin. Et arrêtons l'autoflagellation, arrêtons de dire que le Togolais est un paresseux, le Togolais n'aime pas travailler, le Togolais ceci, le Togolais ça. Le Togolais ne cherche qu'à travailler. Les Togolais, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Togolais travaille partout. Le Togolais, c'est un bosseur. Et il est toujours sérieux dans son travail. C'est parce que des gens qui gouvernent le Togo ont fait en sorte que les Togolais n'ont pas de boulot. Ou quand il a le boulot, il se fait exploiter sous la protection de nos dirigeants. Donc, dans toute société, il y a des paresseux. Mais les paresseux, ce n'est pas la norme. Dans toute société, il y a des gens qui ne veulent rien faire. Mais ce n'est pas la norme. Même en Europe, en Occident, partout, il y a des paresseux, il y a des gens qui ne veulent rien faire. Mais le Togolais est un bosseur. Le Togolais aime travailler. Moi, je connais des jeunes, quand j'étais encore là, ils allaient au port à 4 heures prendre les colons pour aller se faire, pour aller transporter des sacs de riz au port autonome de Lomé. Le soir, ils rentrent. Toujours pas les véhicules là. Donc, arrêtons l'autoflagellation, arrêtons, soyons fiers de nous-mêmes, arrêtons
de nous dévaloriser. Arrêtons de nous dévaloriser. Arrêtons de nous dévaloriser. Moi, je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Peut-être c'est mon principe de vie. Je ne suis pas orgueilleux, pédant, mais je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. C'est le premier sentiment de révolte. Ne pas se laisser marcher sur les pieds par n'importe qui. Donc, arrêtons de nous dévaloriser. Le Togolais est un bosseur. Les jeunes Togolais ne cherchent qu'à travailler. C'est parce que nos autorités ont arraché tout pour donner aux étrangers que nous sommes là à ne pas travailler chez nous. Donc, que Dieu nous protège et qu'il nous garde. Et donc, à la prochaine fois pour une autre vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard. Merci.